Bienvenue, je m'appelle Eric Boschman, vous nous écoutez, il faut qu'on en parle. Je suis avec Gary, comme Hello. d'habitude, oui, malheureusement on ne peut pas y échapper. Et je reçois aujourd'hui Ronan Laborde, Hello. qui est le président de l'UGCB, l'Union des Grands Crus de Bordeaux. On va sans doute parler pinard. Probablement. Ronan Laborde, avec un D comme Bordeaux. Comment est-ce qu'on aborde Ronan Laborde? On ne te l'a jamais fait, je présume. On l'aborde facilement parce que Ronan est très ouvert. Si c'est pas vous qui venez, c'est moi qui vais venir à vous. Oh. C'est bien, c'est joli, ça, c'est magnifique. Hein. Alors, Ronan Laborde, que fais-tu exactement? Qui es-tu? Il faut qu'on se présente. Je suis un viticulteur qui me suis installé à Bordeaux il y a 20 ans maintenant. Plus précisément sur la rive droite de Bordeaux, à Pomerol, à Château-Clinet. Petite entreprise sympa. Qui a combien de siècles, le Château Clinet? Ça existe depuis combien de temps? On s'est perdu dans les méandres de l'histoire. À un moment donné, j'ai fait des recherches très longues qui ont pris beaucoup de temps. On a même embauché un historien. Puis c'est arrêté au XIIIe siècle. Il n'a pas pu aller au-delà. Pas mal. Attends, c'est L'histoire, vrai, c'est une vraie histoire. Ouais, absolument. Ah, waouh. Ouais. Donc, Parce que tu crois qu'on déconne déjà. Oui. on suppose que le domaine, bien sûr, est pluriséculaire, ça s'est avéré, mais on suppose qu'il est plurimillénaire. Donc c'est un vieux domaine viticole installé sur le sommet du plateau de Pomerol. Pomerol qui se trouve, Gary, je t'explique, à côté de Saint-Émilion. Il est toujours paumé, il ne sait pas où on est. Hein. C'est à Bordeaux. Ok, donc là on est à Et, Bordeaux. voilà, Pomerol qui est réputé pour son merlot, essentiellement. Et Clinet, c'est combien? C'est quoi? Quel pourcentage de merlot? Alors aujourd'hui, c'est 75% de Merlot avec 25% de Cabernet Sauvignon. Donc deux particularités, beaucoup de Merlot, comme tu le dis, Eric. Il faut expliquer que le Merlot est un cépage qui a été naturellement créé dans la périphérie de Pomerol. Donc il est sur son terroir de prédilection, son terroir naturel. Et comment deviens-tu vigneron il y a 20 ans? Parce que tu as l'air d'avoir un peu plus de 20 ans. Et je dirais 24, 25 comme ça à vue de nez. Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui t'a amené au vin? Tu as gagné 9 fois l'euro-million et tu t'es dit je vais les placer ou... Non, j'ai pas eu besoin. J'ai la chance de rencontrer des personnes qui m'ont infusé la passion, le virus de la passion du vin. Je voulais devenir sommelier quand j'étais adolescent. Mon père m'a proposé de me soutenir dans la démarche aussi très plaisante de devenir viticulteur. Donc on a ensemble cherché un domaine viticole dans plusieurs pays, aussi bien en Argentine, en Bourgogne. Et donc il y a une petite vingtaine d'années, Bordeaux était une région qui était déjà très ouverte. On a été très bien accueillis et puis on a eu l'opportunité d'acheter le domaine Château Clinet qui appartenait à une assurance à l'époque, il y a exactement 23 ans. D'accord. Et ton chemin avant, tu travaillais dans quoi? J'étais étudiant, même lycéen, même 24-25 ans. Ensuite, j'ai fait des études de management et j'ai été, on peut le dire, parachuté à Château-Clinet après que mon père et moi nous ayons procédé à l'achat quand j'avais 23 ans, donc assez jeune. Ah ouais, c'est dingue ça Il y comme truc. avait 3 salariés et donc j'étais le quatrième pour aider à défricher le terrain, conduire le tracteur. À l'époque, on avait des plages de repos, on rencontrait les clients sur un coin de table dans la cuisine, donc c'était un peu maintenant moins organisé qu'aujourd'hui. Et tu as fait t'as passé un BTS Même pas, rien du non, tout. non, non, formé sur le tas. D'accord. Un petit peu avant de reprendre Clinet, puisque j'avais fait 6 mois d'expérience à Niagara Falls, donc au Canada. Une belle région pour la production du Vidal, du Riesling et notamment des vins de glace. Et des grands moelleux, oui, tout Absolument. Et quelques temps aussi à Bordeaux, alors des périodes beaucoup plus courtes, et quelques temps en Hongrie également. à fait. Vraiment très éclectique comme truc parce que... Pas de formation diplômante, et puis déjà des gens qui savaient faire du vin à Clinet, qui possédaient une belle réputation. Donc nous, on s'inscrit dans cette longue lignée, comme on l'a vu tout à l'heure, dans cette belle histoire, à Château-Clinet, avec des convictions quand même. Voilà, faire ressortir le terroir, travailler avec des personnes qui sont là pour apporter pour le terroir et pas pour elles-mêmes. En fait, la composante essentielle du terroir, c'est l'humain. On oublie toujours, La mais composante essentielle du terroir, c'est quand même la géologie, mais l'humain fait partie du terroir. c'est lui qui est capable de mettre en exergue tout De ce le qu'il y a dans mettre en la valeur, géologie. absolument, Tout à Eric. fait. Un crétin sur le grand terroir fera jamais un grand vin. On le pense aussi. Est-ce que travailler longtemps, pendant des années, des centaines d'années ou des milliers d'années sur une parcelle de terrain change le goût, améliore le goût du vin, de ce qui en sort ou quoi?
C'est très clair. C'est une poursuite, je ne vais pas dire infernale, parce qu'il y a beaucoup de plaisir. Mais on voit, quand on s'intéresse à l'histoire, tout le travail d'identification, de défrichement, de sélection des cépages, des méthodes culturales. Aujourd'hui, les vignes palissages, c'est pas si vieux à Bordeaux. La sélection très restreinte autour de 2-3 cépages, en ce qui nous concerne, ou de 8 cépages à Bordeaux, n'a qu'une petite centaine d'années. Donc c'est un travail qui se poursuit et il faut rester très humble et très ouvert sur le futur. Et il faut nourrir la terre, il faut la régénérer. On en parle beaucoup maintenant de régénérer le sol en agriculture, mais c'est une constante. L'agriculteur, il doit régénérer son sol. S'il ne lui apporte pas de nutriments, la terre, elle s'appauvrit, elle ne peut pas donner éternellement. Si certains domaines ont tenu pendant des centaines d'années, c'est que ça marche plutôt bien, non? Non, mais c'est parce qu'on les nourrit. Il y a une bonne gestion des sols, en fait. Ah, c'est ça. C'est un boulot assez étonnant. Je t'emmènerai, tu vas voir. On en a pour des années de podcast. Hein, tu es au courant. Hein, C'est un parti. truc. Tu travailleras jamais, tu feras que ça. Et donc, ton père et toi, vous rachetez. Et puis, petit à petit, tu prends les rênes de l'entreprise. Alors même très vite, hein, parce que mon père ne partageait pas cette passion que j'avais. Et donc, dès 2003, en fait, on était 3-4. Je suis parachuté gérant d'une petite entité, puis avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition aussi, pour maintenir la propriété au plus haut, développer sa clientèle, développer aussi nos activités, puisque au fil du temps, on a légèrement agrandi la propriété, on a refait 2 fois le chai, et puis on a créé un vin il y a une petite dizaine d'années qui s'appelle Ronan-Bec-Clinet, qui est un clin d'œil en fait à Château-Clinet, dont le nom en fait vient du viticulteur au cœur du Moyen-Âge. Et donc, quelques centaines d'années plus tard, on a donné le nom du vin que nous avions créé, du nom de viticulteur de l'époque contemporaine, Ronan. Ronan-Bec-Clinet. Exactement. Agrandi un tout petit peu. On est passé de combien On est passé de 8 à 11, qui a été une première étape il y a 12 ans. Et récemment, on a acquis une propriété, il y a quelques semaines, quelques mois, voisine de Château-Clinet, qui s'appelle Château-l'Écuyer. Donc, on veut faire perdurer la marque, mais aujourd'hui, nous cultivons à Pomerol 15 hectares. Qui est déjà beaucoup. Qui commence à faire un Pomerol. Ça commence à faire beaucoup. Vous savez, on dit que Pomerol est la Bourgogne au cœur du Bordelais, avec une histoire particulière, un terroir particulier, un assemblage particulier avec cette forte proportion de merlot. Et parmi les éléments de cette comparaison avec la Bourgogne, c'est l'atomisation. 800 hectares, on a aussi Pomerol, 137 déclarations de récolte. Une taille moyenne par propriété, par domaine, autour de 6 hectares. Donc quand vous en avez 15, vous êtes quasiment 2,5 fois plus gros que la taille moyenne. Une espèce de géant de truc. Ouais. Mais en même temps, dans le Bordelais, 15 hectares, vous êtes pas très grand. Vous êtes largement en dessous de la taille moyenne des propriétés, et même des grands crus, où dans le Médoc, vous avez 40, 100 hectares. Ouais. C'est presque une norme. Alors, 2003, tu reprends, tu prends la tête de l'exploitation rapidement, croître et multiplier. Comment, en partant de là, en étant parachuté, comme tu le dis, on devient président de l'Union des grands crus classés de Bordeaux? Parce que, je veux dire, il faut d'abord se faire accepter, ce qui est quand même un léger travail à Bordeaux. Même s'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, quand même, il faut reconnaître que Bordeaux, c'est une société un petit peu fermée. Et donc, on se fait accepter, et puis petit à petit, on prend du galon. Ça se passe comment? Alors, c'est vrai que Bordeaux a cette image, et on m'avait prévenu. Et j'en ai plus du tout la même image 20 ans après, puisque je dois reconnaître que j'ai été extrêmement bien accepté. Château-Clinet était déjà membre de l'Union des Grands Crus. Il y avait déjà 130 membres. Clinet en faisait partie. Donc, en fait, très rapidement, j'avais le devoir de représenter la propriété, notamment avec ce que l'Union des Grands Crus propose, la fameuse Semaine des primeurs, qui est un événement fort de notre association. Et puis, comme aujourd'hui à Bruxelles, les quelques dizaines de dégustations qui sont opérées de par le monde. J'y suis allé avec beaucoup d'humilité. C'est sûr qu'à l'époque, à 24 ans, j'étais le plus jeune. J'ai essayé de ne pas faire de bruit et de faire mon travail. Et puis j'ai été extrêmement bien accueilli par des gens qui sont plus ouverts qu'on ne le croit. Figurez-vous que non seulement il y a des gens comme moi qui viennent de Paris, il y a même des Belges au sein de l'Union des Grands Crus qui ont été acceptés. Paquet, hein. Non, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers dans le vignoble bordelais. En fait, c'est un des vignobles au monde où il y a le plus d'étrangers. Je pense que c'est le plus ouvert. Alors c'est un grand vignoble, hein, bien sûr. Donc finalement, mathématiquement, c'est normal qu'il y ait des étrangers. Mais je pense que c'est réellement le plus ouvert. En tout cas, il y a 20 ans, on l'a ressenti comme ça, par rapport à ce qu'on a pu vivre en Bourgogne, par exemple,
ou ailleurs. Il y a beaucoup de transparence, hein, et des gens qui sont ouverts sur la France et sur le monde. Donc j'ai été plutôt bien accueilli. On m'a fait une place, hein, au sein du conseil d'administration. Puis après, j'ai envie de dire, j'ai gravi les échelons. Ils m'ont identifié comme un président potentiel il y a déjà quelques années. On m'a confié des responsabilités. J'ai envie de dire, on m'a formé. Et puis il y a 4 ans, j'ai été élu une première fois président et réélu l'année dernière. Donc ce sont des mandats de 3 ans renouvelables. Alors, question stupide, il faut bien que j'en pose à la place de Gary, parce que là, il s'est endormi. Non, non, parce que j'avais une question stupide là à Vas-y, poser, si tu veux. vas-y. Est-ce que c'est un but en soi, quand on commence dans le domaine du vin, du coup, Bordeaux et tout ça, de devenir ce que vous êtes devenu maintenant? C'était pas dans mon plan de carrière. Quand j'ai commencé, je voulais être viticulteur, rencontrer des gens, les convaincre de la qualité de notre vin. Là, en fait, quand vous êtes à Lyon des Grands Crus et au poste de président, vous agissez pour la collectivité. Donc il faut savoir mettre sa propriété un peu en retrait et parler surtout de Bordeaux, des Grands Crus, d'un art de vivre et travailler pour le bien commun. Donc je pense que c'est un exercice qui n'est pas acquis pour tout le monde. Et je pense que mes prédécesseurs, parce que j'ai été quelque part coopté, on ne fait pas campagne pour devenir président de Lyon des Grands Crus, les prédécesseurs m'avaient identifié dans cet état d'esprit et m'ont proposé le poste progressivement pour que je succède à Olivier Bernard. Et ça implique que maintenant vous êtes beaucoup plus en vadrouille que sur votre domaine, ou pas? Non, en fait, on est beaucoup sur le domaine, ça ne change pas. Il faut savoir que tout ce qui est déplacement se font en dehors de la saison culturelle. Ok. Aujourd'hui, on est en mars, on est en période de taille. Je vous le dis, scoop, ce n'est pas moi qui taille les vignes à cuisiner. Déçu. Mais après, il y a des périodes durant la saison où il y a des décisions critiques à prendre. On doit être là, notamment pendant la période, on va dire, de avril à octobre-novembre. Il faut qu'on soit là. Et c'est donc dans l'autre période, de octobre-novembre jusqu'à mars, où on voyage beaucoup. On concentre nos déplacements en Europe, en Asie, aux États-Unis. Et donc là, on clôture un chapitre avec cette journée à Bruxelles, aujourd'hui. Dodo après. C'est hier Amsterdam, aujourd'hui Bruxelles, hein, c'est ça? Absolument. Et puis on parachève notre tournée au Benelux ce soir. Grand feu d'artifice à Gand. Avec un dîner, tout à fait. Exactement. En quoi consiste ton boulot de président? J'ai bien compris, promouvoir tout le monde, mais l'Union des Grands Crus Bordeaux, c'est 7000 marques à peu près et châteaux. C'est grand, c'est pratiquement la plus grande zone d'appellation contrôlée au monde. C'est vaste comme territoire. C'est la moitié de la Belgique à peu près en surface. Je ne dirais pas que la Belgique est grande, mais le Bordeaux, c'est la moitié de la Belgique en surface. C'est quoi ton rôle? Parce qu'il y a aussi le syndicat des vins de Bordeaux, il y a le CIVB. Est-ce que c'est un rôle parallèle, perpendiculaire? Je pense que c'est un rôle complémentaire. Effectivement, Bordeaux, c'est une grande région. Il y a plusieurs interprofessions, plusieurs syndicats. Et nous sommes une association, déjà comme un club privé, loi 1901, avec l'objet, dans son objet, de faire la promotion des Grands Crus de Bordeaux, de la notion de Grands Crus de Bordeaux, et de mettre en relation nos membres, nos producteurs, avec des distributeurs, des professionnels, avec des sommeliers, avec toute personne qui est généralement un professionnel du vin. Et puis, depuis une petite décennie même, de faire des rencontres avec une clientèle de particuliers, que ce soit en partenariat avec des distributeurs à l'étranger, ou que ce soit à Bordeaux à travers un événement qui s'appelle le Week-end des Grands Crus. Et vous ouvrez de plus en plus les propriétés aussi. On a découvert avec un peu de retard le no-tourisme à Bordeaux. Et vous êtes à la promotion de ça avec ta bande, ton gang? On l'encourage fortement. Simplement, nous, notre modèle, c'est d'aller sur les marchés à la rencontre de ces professionnels et de les faire rencontrer nos producteurs dans un moment court mais intense, avec le modèle que vous voyez aujourd'hui, une grande salle de dégustation, une centaine de propriétés qui sont représentées et 4 heures pour faire le tour et échanger sur les caractéristiques d'un millésime, d'une propriété pour mieux faire connaissance et finalement peut-être perpétuer ou initier quelque chose avec ces vins. Qu'est-ce qui détermine le Grand Cru? C'est le classement de 1855, mais il n'y en a pas à Pomerol. À Saint-Émilion, c'est un peu le bordel. Qu'est-ce qui détermine? Un Grand Cru, c'est quelque chose qui donne une émotion, quelque chose qui a une singularité. En tout cas, dans notre cas, c'est du vin, bien entendu, puisque aujourd'hui, la notion de Grand Cru, elle s'est démocratisée à d'autres produits, et pas seulement des produits agricoles.
Mais c'est un terroir qui, sur la durée, a, a conforté en fait l'idée de qualité et de singularité, et l'idée qu'aussi que ces vins peuvent durer et évoluer et se bonifier avec le temps. Donc c'est un peu tout ça, un grand cru, une notion finalement assez complexe, mais qui est riche et qui donne des émotions. Je connais rien du tout au vin en règle générale. J'aime bien boire, il me fait goûter des vins sympas. Mais je me demandais, vu qu'on parle de grands crus, est-ce qu'il y a un grand cru chaque année ou bien il y a des années de grands crus? Je ne sais pas en fait, est-ce que c'est un grand cru? Est-ce qu'un grand cru c'est une bouteille ou pas quoi? Il est là pour ça. C'est une très bonne question, parce que ce que je vous ai décrit, c'est le grand cru qui se déroule tous les ans, et c'est la tendance quand même ces dernières années, c'est de ne pas avoir de petits millésimes. Mais c'est vrai qu'un grand cru, c'est plutôt un territoire, c'est un grand terroir, avec le sol, la vigne, le travail des hommes, mais le résultat à la fin, c'est un produit qui doit tenir son rang, et ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire d'avoir une terre de grand cru qui produisait un vin avec les émotions que je vous ai décrites. Néanmoins, j'ai pas honte de le dire, depuis 20 ans que je suis à Cliné, on peut sortir n'importe quel millésime, il y aura une histoire à raconter, il y aura des souvenirs à créer en le dégustant. On n'a pas de cadavre dans le placard, comme on dit, et chacun a son style propre et plaisant. Est-ce que les propriétés sont grand cru ad vitam, ou est-ce qu'il y a des dégustations régulières au sein d'une espèce de comité d'admission qui pourrait dire un jour, ah, telle propriété, ça déconne fermement, c'est plus du grand cru aujourd'hui, on pourrait faire ça, ou on va lui dire gentiment d'abord? J'ai tendance à penser qu'avec l'expérience que nous avons, qui est une expérience pluriséculaire, aujourd'hui on a identifié les terres de grands crus, et aujourd'hui pour qu'un grand cru sorte de sa route, il faut prendre des directions humaines très clivantes. Rien contre le vin nature, mais par exemple aujourd'hui faire du vin nature sur un terroir de grand cru, c'est extrêmement différent que la notion qu'on a développée vers la qualité depuis des siècles. Et je ne dis pas que le vin nature serait forcément hors grand cru, mais je veux dire c'est une décision technique qui est extrêmement différente et finalement assez risquée, et qui peut vous mener effectivement à sortir de ce cercle. Et ce cercle, il couvre tout le Bordelais. Rive gauche, rive droite. Absolument. D'ailleurs, on va dire, la saveur de notre association, c'est qu'on ne représente pas une appellation ou une zone sur une rive. C'est que l'Union des Grands Crus, aujourd'hui, c'est 14 appellations, aussi bien sur le Médoc, c'est-à-dire la rive gauche, que le sud de Bordeaux avec les Graves, Pessac-Léognan, Barsac et Sauternes, et puis 2 belles appellations sur la rive droite que sont Saint-Émilion et Pomerol. Est-ce qu'on pourrait envisager un jour, je sais pas, une propriété qui se mettrait à bosser vraiment en profondeur dans l'entre-deux-mers ou en Blayais ou en Bourget, qui deviendrait grand cru? Absolument. Aujourd'hui, c'est pas inscrit comme ça dans nos statuts, mais les statuts sont pas figés dans le marbre. Aujourd'hui, on a un regard sur Bordeaux et sur l'étranger, et aujourd'hui, on n'est absolument pas naïf ou fermé sur le monde. On observe bien qu'il y a des terroirs de grands crus qui se révèlent, qui reviennent, y compris à Bordeaux. On observe aussi que Bordeaux fait beaucoup de vins rouges et n'a peut-être pas exploré tous les grands terroirs pour faire des vins blancs. Or, aujourd'hui, l'Union des Grands Crus, c'est des vins rouges, mais aussi des vins blancs secs et des vins blancs liquoreux, des moelleux. Absolument. Et parlons marché. La Belgique là-dedans. J'ai le sentiment, moi je connais un peu le marché belge, qu'on a échappé partiellement au Bordeaux bashing, même s'il y a toute une tranche de demeurés qui se complaisent là-dedans. Est-ce que vous le sentez, vous le sentez pas? Comment ça fonctionne? On a l'impression qu'on vit une belle histoire d'amour avec la Belgique. Effectivement, aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bordeaux est fortement implanté, présent en Belgique. La Belgique, pour vous donner un chiffre, c'est le 7e pays importateur de grands crus de Bordeaux. Et si je vous cite les pays qui figurent devant, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Allemagne, le Japon
Et donc la Belgique, Que des 7e. pays pauvres, quoi. Je suis Voilà, quand même que des déçu pays. d'être derrière la Suisse. Oui, moi, je trouve ça d'accord avec toi. Ouais. Mais toi, tu vas te mettre à picoler. Donc, Oui, une oui. chance que ça monte. Ouais. On n'est Juste pas pour le loin. classement. Moi, je vais arriver dans le top 5 et après, j'arrête On de n'est pas picoler. très loin derrière la Suisse. En termes de consommation par habitant, c'est impressionnant. Et en termes de dynamisme sur les dernières années, on n'a pas à se plaindre puisque aujourd'hui, je viens vous voir en 2023. On sort d'une année qui a été record 2022 pour les importations de grands crus de Bordeaux en Belgique, avec une croissance par rapport à l'année précédente qui était quand même extrêmement favorable de 11% en valeur et de 20% en volume. Ça rigole pas la Belgique. Mais on a été pendant 2 ans, on était enfermés, donc on est obligé de boire nos réserves. Et il faut tout reconstituer, c'est ça le truc. On a tendance à l'oublier. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être sorti de la crise à Bordeaux? C'est ce que tu ressens? Tu te dis, que ce soit en ton nom propre, à Clinet, ou pour l'Union, vous sentez qu'on est enfin sorti du Covid et ça redémarre? Alors, tu me parles du Covid ou de la crise viticole ou Et est-ce que la crise viticole n'est pas liée quelque part à une baisse de consommation, puisqu'on a des gens qui n'ont pas pu acheter? il y a plusieurs facteurs et il y a deux effectivement marchés à Bordeaux. Il y a un marché qui se porte très bien, c'est le haut de gamme, comme il se porte très bien dans d'autres secteurs d'activité en fait. dans le monde. Et puis un secteur qui aujourd'hui est extrêmement concurrentiel, qui s'est peut-être pas adapté aux nouvelles demandes du marché et ça date pas d'aujourd'hui, qui aujourd'hui souffre beaucoup. Bordeaux, c'est une grande région viticole, tu le disais tout à l'heure, il y a 7000 marques, 110 000 hectares. Oui, l'entrée de gamme aujourd'hui souffre terriblement et on cherche des solutions pour finalement réguler un petit peu mieux le marché et puis sauver quand même ces hommes et ces femmes, hein, c'est surtout à eux qu'on pense, qui aujourd'hui n'ont pas d'avenir à produire du vin. Oui, c'est un truc dont on parle pas beaucoup et aujourd'hui on est dans le glamour, dans le machin, mettez des étoiles dans les yeux des gens, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent en dessous du prix de revient, qui vendent à perte le vin en dessous de 80 centimes le litre, quoi. Malheureusement, ouais. Et nous, on est un peu en plein dedans parce que ce sont nos voisins dans les villages dans lesquels on habite. Donc, on souffre pour eux. On essaye de les soutenir. Je ne parle pas forcément en tant que producteur de grands crus, mais comme je vous le dis, c'est des gens que l'on côtoie. Oui. Et c'est une situation qui nous attriste beaucoup. Et aujourd'hui, on voit bien que notre viticulture, qui est très atomisée, très paysanne, elle n'est pas préparée pour affronter les normes imposées par Bruxelles et demandées parfois par le monde, ou la concurrence et l'organisation viticole qui est opérée par ailleurs. C'est plus difficile de vendre à Bruxelles qu'autre part? Non, c'est pas à Bruxelles, il Non, faut dire c'est- par l'Europe. Quand il C'est Ah, la, ok, la- ok. la nor- la normalisation européenne. Excuse-moi, c'était un clin d'œil, puisque aujourd'hui nous sommes à Bruxelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, Clinet, je suis arrivé, il y avait 3 personnes, j'étais le 4e. Aujourd'hui, on est 16. Et j'ai envie de dire, il y a presque 3 personnes qui sont occupées pour mettre des contre-étiquettes, pour chaque pays répondre à des contraintes administratives que l'on nous impose. Du reporting qu'on nous impose, et qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Donc il y a une surcharge de travail administratif conséquente qu'aujourd'hui un viticulteur, dans le modèle que l'on a en France avec je travaille avec ma femme et puis éventuellement un employé sur 25 hectares, on ne peut pas faire le tracteur, vinifier, vendre les vins, le marketing et répondre à tout ça efficacement. Donc aujourd'hui, ils sont débordés, dépassés. Et malheureusement, il y aura de la perte dans les y aura de prochaines la années. casse, ouais. Et quoi, les différentes normes dans les différents pays ou dans les différentes zones du monde, vous les pensez légitimes ou pas? Je pense qu'il y a un petit peu d'abus Ouais. dans beaucoup de choses. Il y a une forme de Il y a protectionnisme. une forme effectivement de protectionnisme. Même en Europe? Alors, il y a 2 formes de protectionnisme. Il y a les normes qui nous sont imposées par les pays dans lesquels on veut exporter, qui sont lourdes. Et puis ensuite, il y a les normes que l'on vous impose pour produire dans le pays d'origine. Et vous savez que la France, en termes de paperasserie, n'est pas le dernier pays pour ça. Tout à fait. Et je parle de la France, aujourd'hui, c'est des normes qui deviennent européennes, donc pas forcément dans l'esprit historique et dans l'usage des régions dans lesquelles elles sont imposées, parfois. Et ce que je vous dis là, étant producteur aussi en Hongrie, à Tokaj, j'ai vécu de la même manière en Hongrie, où il y a quelqu'un qui va décider en Europe, et donc à Bruxelles, de dire la norme de soufre, de SO2 total pour un vin de Tokaj, à la page 27 du guide, c'est 200, Ok, je vois. 200 millilitres, 200 mg par litre.
Et en fait, habituellement, il fallait 300, vous voyez ce que je veux dire. Et En fait, c'est vous juste des sortez, contraintes. du jeu tout un tas de producteurs. En fait, C'est pas toujours justifié, quoi. en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas. C'est l'adéquation entre les technocrates et le terrain. Alors, il y a ça, il y a d'autre part, il y a des lobbies, hein, ça existe, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas que le Qatar et le Maroc, il y a plein de lobbyistes qui passent leur vie à influencer les eurocrates, et parfois il y a des trucs qui sont aberrants. J'ai certaines normes dans certains modes de culture, le bio en est une preuve, il y a des trucs qui sont obligatoires, qui sont absolument aberrants. Enfin, c'est très très compliqué. Aujourd'hui en France, ils ont une nouvelle législation où on doit reculer les zones de pulvérisation. Et ça devient un truc, tu dois abandonner, mais c'est 10 mètres de chaque côté des habitations, c'est ça, je ne sais plus exactement. Oui, Enfin, on y c'est, arrive. Et parfois, la chose qui est incroyable, c'est que, je parle de Bordeaux, mais ça va être implanté partout en Europe. Mais à Bordeaux, on a une pression migratoire. C'est-à-dire qu'on gagne entre 15 et 25 000 habitants par ça, an. c'est grâce au TGV. Voilà, à la LGV ou au TGV. Et effectivement, les gens qui viennent on va dire de zones extrêmement concentrées, dans des immeubles, qui ont rêvé du pavillon toute leur vie et de vivre à la campagne, viennent implanter, parce qu'il y a des constructions de pavillons, des extensions de villages partout en Gironde, viennent s'implanter au milieu des vignes. Et aujourd'hui, on demande aux vignobles de reculer par rapport à ces nouvelles implantations, en balayant d'un revers de la main, finalement, toute l'histoire de ce vignoble. Donc, c'est un peu critiquable, je trouve, un peu extrêmement protectionniste. Voilà, je pense qu'un peu de modération et mettre un peu d'eau dans son vin, des fois, ne fait pas de mal. Mais on vit ça chez nous aussi. La campagne environnant Bruxelles est peuplée de néo-ruraux qui gueulent parce que les tracteurs dégueulassent les routes en automne, parce que les coqs chantent le matin et que les cloches du village sonnent, et qui veulent adapter la campagne à leur vie urbaine. Il y a un moment, il faut faire des choix. On ne peut pas pouvoir se garer facilement tous les jours devant sa baraque et en plus ne pas avoir le coq qui fasse du bruit, quoi. Il faut prendre les inconvénients et les avantages. Absolument. Et la néo-ruralité ne s'apprend pas sur un ordinateur, elle s'apprend en mettant les pieds dans la boue, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. L'avenir, justement, de l'Union des Grands Crus de Bordeaux, qu'est-ce que c'est ? L'avenir, c'est poursuivre le travail efficace que l'on fait, c'est-à-dire proposer aux distributeurs, aux professionnels, des échanges constructifs avec nos membres pour mieux percevoir, mieux comprendre ce qui fait la caractéristique d'un grand cru, ce qui fait la singularité de chaque propriété. Et nous sommes riches à Bordeaux de nombreuses très belles propriétés, de nombreuses très belles personnalités. Donc c'est favoriser ces moments de rencontre pour que les gens initient de belles histoires et de belles histoires commerciales. Et en parlant d'histoire commerciale, il n'y a personne qui t'en veut de faire du Tokai, qui est quand même réputé, celui que tu fais en tout cas. Il n'y a personne qui t'en veut. Par rapport à Sauternes, ils n'ont pas envie de crever les pneus de ta voiture ? Non, parce que les gens ne sont pas dans ces querelles de clochers. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on a été très bien accueillis. Les gens sont très ouverts d'esprit à Bordeaux, donc je ne souffre pas de ces problèmes. Ce qui fait, il est en Hongrie, j'explique. Parce que moi, Tokai, Tokai, ça me dit rien. Ouais. C'est une région de la Hongrie. Ok. On utilise 3 cépages, Formine, Archlavelu, Muscatonnelle. On fait des immenses moelleux. Tes souhaits. Des immenses moelleux. C'est des terroirs incroyables avec du loess, du sable volcanique. Tokai, c'est une histoire de fou. La légende affirme que le Sauterne aurait été inspiré par Tokai, mais on ne peut pas le dire. Surtout pas là, parce que c'est enregistré. On va couper. Hein. On coupera au montage, hein, bien sûr. Donc, hors de question que tu coupes. Et Tokai, et les vins moelleux reviennent un peu, je pense. Il y a aussi un mouvement. On les a désertés, désaimés. Et j'ai joli désaimé, je la referai encore celle-là. Et là, aujourd'hui, il y a un retour quand même, non ? Moi, j'y crois dur comme fer. Hein. Ça fait longtemps qu'on est implanté en Hongrie. Je pense sincèrement que les vins qui sont faits là-bas sont de classe internationale, notamment les liquoreux. Et qu'il ne faut pas rester dans le schéma classique, simpliste. Hein. Tu es sommelier, donc tu sais très bien qu'un accord mets et vin, tu as plein de facettes différentes. Et tu peux très bien sortir du schéma foie gras liquoreux et proposer effectivement un vin liquoreux sur plein de choses qui te surprennent et qui t'éblouissent. Joli, ça. Hein, ah ouais, ça me donne envie de goûter. Hein. Ouais, bien. Bon vendeur. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ta défonce ? On a fait le tour de tout. Il y a quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'a pas abordé ? Non, juste vous remercier du bel accueil qui est fait aujourd'hui à Bruxelles. Redire que on est content
de venir. Et généralement, un cocktail avec des Belges, des producteurs de vin et des grands Bordeaux, c'est un cocktail gagnant. Alors, c'est joli ça. Et puis maintenant, on peut aller à Bordeaux voir la Cité du Vin, qui attire énormément de gens. Ça vaut la peine de visiter. La ville a été rénovée de façon exceptionnelle. Il faut quand même le souligner. Le miroir d'eau, tout le truc le long des quais, le tramway. Enfin, c'est vraiment très très beau ce qu'ils ont fait à Bordeaux. Et la Cité du Vin, c'est un truc. Gary, on ira à la Cité du Vin. Bah, Je je veux te bien, mais je promets. vais surtout revenir Je l'année t'emmènerai. prochaine ici aussi, ça a l'air vraiment pas mal. Mais c'est les hôtesses qui t'attirent, toi, c'est pas le vin. Oh là là. Si, je le sais. Attends. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Moi, je vois que des bouteilles de vin. Ronan, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Merci Gary, beaucoup. merci Eric. Il faut que tu ailles maintenant parader et faire ton rôle. Est-ce que tu seras derrière une petite table ou en tant que président, tu passes à toutes les tables leur faire une petite bise? Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est de parader avec autant de classe qu'Eric Boschmann. Franchement, au concours du meilleur sommelier du monde, je dois dire que j'ai jamais vu un costume et des chaussures aussi somptueuses. Donc il faut que je te demande ton tailleur, Eric. D'ailleurs, est à Pékin, les chaussures sont en Italie. Je peux t'aider. Enfoiré. Bon, merci beaucoup. Ce podcast, vous pouvez le retrouver évidemment sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple aussi, et puis sur mon site www.ericboschmann.be. Si vraiment vous ne retrouvez pas, c'est que vous l'avez fait exprès.